t'écoutons. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette introduction, cette occasion aussi de parler de la forêt. Effectivement, moi, je vais faire plutôt un focus sur la forêt métropolitaine, puisqu'en France, on a des forêts assez diversifiées, grâce notamment à la Réunion, à la Guyane, etc. Et l'idée ce matin, voilà, c'était plus un focus dans le temps imparti sur la situation de la forêt métropolitaine. Première diapo, s'il vous plaît. Alors déjà, la forêt métropolitaine, donc du territoire français, il faut savoir que elle est en progression en fait depuis assez longtemps maintenant, hein, puisque sur les 35 dernières années, la forêt a progressé de plus de 21%. Donc on n'est pas dans une situation en France métropolitaine de perte en fait de terrains forestiers. Par contre, l'avancée de la forêt est un corollaire en fait de ce qu'on appelle la déprise agricole, donc la perte de terrains agricoles au profit de l'espace forestier. Deux statistiques intéressantes sur la forêt française. C'est le troisième pays européen en termes de stock de bois sur pied. C'est-à-dire qu'on a une forêt qui a des volumes de bois importants, ce qui en termes de climat a un intérêt tout particulier et que j'évoquerai en fin de présentation. Et puis donc la quatrième surface forestière d'Europe. Donc c'est un vrai trésor en fait pour le pays, puisque 31% aujourd'hui du territoire métropolitain est sous un couvert forestier. Donc les deux cartes présentent bien les départements dans lesquels la progression de la forêt était la plus forte. Vous voyez que l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les départements du Sud aussi ont noté des progressions importantes, puis la façade Est également. Diapo suivante. Alors la forêt française, effectivement, Sandrine l'évoquait, il y a des forêts, et même au niveau métropolitain, on a des forêts. Alors pourquoi? Déjà parce que en France, on a une particularité, c'est que le territoire national est situé au carrefour de 4 grandes zones climatiques. La zone méditerranéenne, le climat plutôt continental, quand on est sur la façade Est, le climat alpin, dans les Alpes et les Pyrénées, et puis la façade océanique, avec donc de grandes formes, de typologies de peuplement forestier, des grandes formations forestières qui sont propres à chaque climat. Donc on a une forêt qui est assez diverse en fonction de ses zones climatiques, mais peu diversifiée en tant que telle, et principalement composée de feuillus, puisqu'on a donc 67% des arbres aujourd'hui en France qui sont des feuillus, avec le chêne et le hêtre comme essence principale. On a entre 138 espèces d'arbres et 190 espèces d'arbres si on inclut les arbustes et arbrisseaux, mais ça vous donne un petit peu le niveau de diversité qu'on peut rencontrer, ce qui est déjà un niveau important en fait, hein, et c'est grâce à ces 4 zones climatiques. Il faut savoir que 72% des espèces de la flore française sont en forêt, et puis donc on a toute une série de mammifères, d'oiseaux qui sont inféodés à ces milieux particuliers et qui donc permettent cette biodiversité très riche au cœur de nos forêts. Diapo suivante. Alors sur la structure de la forêt française, elle a une autre particularité, c'est qu'elle a une histoire qui est en fait très ancienne dans le rapport de la nation à ces forêts, qui se traduit aujourd'hui dans les profils de propriété qu'on rencontre en France. Donc toute forêt est privée en France, enfin toute forêt a un propriétaire en France, comme tout terrain en fait, et on a aujourd'hui 25% de forêts qu'on dit publiques, qui appartiennent soit au domaine de l'État à travers les forêts domaniales, soit aux communes. C'est des forêts qui aujourd'hui sont accompagnées traditionnellement par l'Office national des forêts, qui a succédé en fait en 1964 à l'administration des eaux et forêts, elle-même créée en 1291. Et puis on a une autre particularité en France, c'est la proportion de forêts privées, puisque donc 75% de la forêt française appartient à des particuliers ou des structures telles que des groupements forestiers, des sociétés forestières et autres. Et donc ces 75% de forêts privées sont réparties sur 3,6 millions de propriétés forestières, constituées de 8 millions de parcelles disjointes. Donc ça, c'est une particularité propre, je dirais, à l'histoire, à l'héritage historique de la Révolution notamment, qui a conduit à la division, à la mise en œuvre aussi du Code Napoléon, qui petit à petit a subdivisé des propriétés forestières au fur et à mesure des générations. Et donc aujourd'hui, cette atomisation des propriétés forestières est connue sous le terme de morcellement du foncier. Et on connaît tous des propriétaires forestiers qui ont des petits bouts à droite à gauche sur le territoire français. Et il faut savoir que les parcelles de moins de 4 hectares représentent 40% de la surface de la forêt privée en France. Pourquoi on utilise ce seuil de 4 hectares?
parce que c'est un seuil un peu symbolique, en dessous duquel on considère qu'il est compliqué de conduire une gestion forestière. Donc voilà, c'est un seuil qu'on a en tête quand on parle de gestion des forêts. Diapo suivante. Alors la forêt, c'est le puits de carbone, hein, donc le puits de carbone, c'est les réservoirs qui absorbent le CO2 atmosphérique et le stockent. Donc on entend souvent parler de la forêt à travers tous ces processus, que les forêts sont le deuxième puits de carbone mondial après les océans. Et on aime à dire, alors le sol sur lequel l'homme peut avoir un impact direct, c'est-à-dire à l'échelle de notre action, en tout cas mesurable, qui peut être négatif quand malheureusement on est face à des actions de déforestation, donc de perte de terres forestières, ou positif par une gestion qu'on va considérer comme améliorée ou adaptée, notamment aux contraintes climatiques qui maintenant sont le champ d'action de tous les forestiers de par le monde. Vous donner quelques repères. En moyenne, un hectare de forêt stocke 550 tonnes de CO2 et absorbe chaque année environ 5,5 tonnes de CO2. Alors, c'est une moyenne, donc forcément, c'est très différent si vous vous situez dans l'arc méditerranéen ou dans la forêt des Vosges ou sur la façade atlantique. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ces deux chiffres sont intéressants parce qu'ils vous donnent aussi les deux niveaux aujourd'hui d'analyse qu'on a sur le carbone d'une forêt. Vous avez le stock, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez les forestiers les mètres cubes de bois sur pied, le volume de bois qu'on constate à l'instant T. Et puis vous avez le flux d'absorption qui est lié à la dynamique de photosynthèse notamment, et qui va permettre chaque année à la forêt d'absorber du CO2 atmosphérique et de le synthétiser, et donc de le stocker, alors d'abord dans le bois, puis ensuite dans les sols, puisque les sols représentent à peu près 50% du volume de carbone d'une forêt. Au niveau national, on dit que la séquestration annuelle nette de carbone, c'est à peu près 12% des émissions nationales de gaz à effet de serre. En revanche, on avait un puits de carbone qui était plutôt en progression jusqu'à 2013, mais qui connaît une stagnation, voire une forte baisse, par notamment la mortalité des arbres face aux épisodes sanitaires, alors qu'on connaît comme les scolites, ou aux sécheresses qui se répètent. Et je crois que l'année 2023, malheureusement, a été encore une année un peu compliquée. Et puis, bien sûr, une hausse des prélèvements qui est liée notamment à tous les usages aujourd'hui qu'on a autour du bois, et qui sont plutôt une bonne nouvelle, mais qui conduit de manière un petit peu, comment dire, non maîtrisée, peuvent conduire à certains écarts. La carte que vous voyez en haut de cette diapo représente les zones où les forêts françaises ont les stocks de carbone les plus importants. Donc là, vous avez vraiment une photo à l'instant T de là où se situent les stocks de carbone les plus importants. On pourrait avoir une carte du flux, c'est-à-dire là où les forêts absorbent le plus de carbone chaque année. Et cette carte serait forcément différente parce que les dynamiques sont directement liées à l'âge des forêts. Donc voilà, je m'arrête là pour poser un petit peu cette introduction générale sur le contexte donc de la forêt métropolitaine. Alors bien sûr, ça n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres enjeux qui seraient intéressants à présenter, mais pour l'heure, voilà, c'était ces 4 points qui nous paraissaient importants de partager avec vous en guise d'introduction sur les éléments qui vont être présentés ensuite. J'enchaîne direct? Absolument. Très bien. Alors merci. Merci Loïc. Donc effectivement, j'interviens au niveau de l'association Silvact, donc qui est une association à but non lucratif qui a été créée en 2015 en Rhône-Alpes, qui bénéficie depuis 2018 d'une reconnaissance d'intérêt général par le ministère des Finances. L'année passée, on a créé un fonds de dotation associé à cette association qui va porter un programme foncier assez particulier en résonance avec ce que je pouvais vous présenter tout à l'heure sur ce qu'on appelle les forêts orphelines. C'est toutes ces micro-forêts privées qui aujourd'hui sont en situation d'abandon ou de déshérence et qui commencent à représenter en fait des proportions du territoire national assez importantes. Toutefois, le cœur de métier de Silvact, aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner par des sylvicultures adaptées la préservation des services écosystémiques. Donc là, on va traiter à la fois du climat, de la biosphère, des paysages, enfin de différents enjeux en fonction des massifs sur lesquels on travaille. Diapo suivante. Donc l'association Silvact a la particularité de travailler en concertation avec des territoires. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une vingtaine de territoires forestiers qui sont partenaires de l'association et avec lesquels on a mené ou on mène des actions de concertation qui vont nous permettre d'identifier collectivement les actions
qui paraissent adaptés aux enjeux du territoire. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Désolé Loïc, on y va. Voilà, et donc ça nous permet ensuite d'accompagner des propriétaires privés ou publics d'ailleurs, qui s'engagent à mettre en œuvre ces formes de gestion forestière adaptées aux enjeux locaux dans leur forêt. Et donc, pour ce faire, on lève des fonds chaque année auprès de collectivités, d'entreprises et de citoyens, exclusivement dans le cadre du mécénat, bien sûr, pour accompagner cette évolution des pratiques, ces changements de pratiques qui s'avèrent souvent assez techniques, du fait notamment de la contrainte climatique. Diapo suivante. Donc, ça nous amène à avoir des axes de travail qui sont à la fois assez variés, en tout cas dans leur déclinaison, mais qui ont un fil rouge général que vous retrouvez ici, des peuplements mélangés étagés, d'abord la régénération naturelle avant d'envisager la plantation, et réserver la plantation dans des cas très particuliers. Bien sûr, l'évolution climatique dans le choix des essences, en essayant de ne pas jouer aux apprentis sorciers, en rajoutant du stress à des écosystèmes qui sont déjà en stress climatique, et puis les sols, dont j'évoquais toute l'importance vis-à-vis du carbone, et qui sont absolument précieux pour demain avoir une forêt stable et saine dans ces cycles. Diapo suivante. Donc j'évoquais, on est présent sur 24 massifs forestiers aujourd'hui, alors Grand Est, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes. Là, vous avez une carte d'Auvergne-Rhône-Alpes. En gros, en orange, c'est les massifs où on est en phase de concertation avec les acteurs locaux, et en vert, les massifs sur lesquels on finance des travaux. On a accompagné un peu plus de 6 000 hectares de travaux depuis 2016. Comme je l'évoquais, on lance un programme complémentaire sur les forêts orphelines, donc les parcelles de moins de 4 hectares en situation de déshérence et d'abandon, pour déverrouiller justement ce foncier qui commence à présenter des proportions en fait importantes de massifs forestiers et qui ne contribuent pas en fait à tous les services auxquels elle pourrait prétendre. Et puis en 2023-2024, on va développer donc l'outil Sylvact sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France. Eh bien, écoutez, j'en finis là. J'espère avoir respecté le timing, Sandrine. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, donc peut-être qu'on y répondra à la fin pour permettre voilà, de dérouler tout ça. Donc, je les ai vus, pas de problème. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Loïc. Effectivement, j'ai invité les participants à poser les questions tout au long des différentes présentations dans le chat et nous y répondrons au moment de la séquence questions-réponses. Alors, maintenant, je me tourne vers Nathalie Nollet, qui est la coordinatrice du fonds de dotation forêt, combien S en vie. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce fonds de dotation, qui vous aide, vos actions et l'illustration de ce que vous faites en termes d'engagement pour la forêt? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Forêts en Vie est un fonds de dotation qui a été créé par le Réseau pour les alternatives forestières, qu'on appelle assez communément le RAF. Et en fait, le RAF a créé ce fonds de dotation pour pouvoir compléter l'accompagnement qu'il propose à tous les gens qui souhaitent œuvrer dans un autre rapport à la forêt, comme c'est écrit sur la diapo. Et pouvoir proposer une action concrète à travers ce fonds de dotation, puisque ce qu'on propose à Forêts en Vie, c'est la préservation des forêts sur le long terme, puisque dans l'idée, nous devenons propriétaires, nous acquérons des forêts à travers le don, le legs ou les donations, afin de les sortir de la propriété privée et de la spéculation foncière qu'il y a aujourd'hui sur les forêts françaises. Et dans l'objectif, donc on le fait grâce à la mobilisation citoyenne, ça veut bien dire qu'on donne les moyens aux gens qui le souhaitent de pouvoir participer à la préservation de ces forêts, dans l'objectif de mettre ces forêts à disposition de porteurs de projets, d'associations qui souhaitent mener dans ces forêts une grande diversité de projets. Bien sûr, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'on peut prélever du bois en forêt tout en préservant l'écosystème, mais aussi qu'on peut redonner sa dimension multifonctionnelle à la forêt en y déployant des activités d'accueil du public, d'écoles en forêt, de sylvothérapie. Enfin voilà, il y a une très grande diversité de projets. J'aime bien raconter le projet le plus atypique qu'on nous ait proposé, qui est celui d'une bibliothèque perchée. Voilà, l'idée, c'est de suspendre des étagères de livres dans les arbres et d'y installer des hamacs pour pouvoir s'y poser. Voilà. Et tout ça à travers un document qui est un document Forêt en Vie, qui a vraiment été créé par le fonds de dotation pour le fonds de dotation, qui est donc notre bail forestier,
et dans lequel on a mis un certain nombre de clauses environnementales fortes, avec aussi un certain nombre d'engagements sur lesquels on souhaite que nos porteurs de projets se posent des questions et surtout se les approprient. Et ce document étant très innovant, la nouveauté là, depuis la fin de 2022 et tout 2023, c'est qu'on est en train de travailler pour que ce bail forestier, qu'on appelle un bail forestier solidaire et environnemental, soit utilisable par des propriétaires forestiers directement. Donc, qu'il puisse être déployé auprès du plus grand nombre. Et on a déjà une centaine de propriétaires qui se sont dit intéressés, ce qui représente plus de 2500 hectares potentiellement mis à disposition à des porteurs de projets qui œuvrent pour une gestion, ce qu'on appelle une gestion douce des forêts. Voilà, diapo suivante. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour nous, ce qui est très important, c'est cet aspect collectif et réappropriation par les citoyens, par les habitants d'un territoire de ces forêts. Donc, sur l'année 2022, ça a représenté une quinzaine de collectifs, ce qui représente à peu près une centaine de personnes qu'on accompagne. Alors, l'accompagnement, ce n'est pas forcément une mise à disposition des forêts, mais c'est aussi les aider à se structurer. Il y a notamment un accompagnement aussi des groupements forestiers citoyens environnementaux, ce qu'on appelle maintenant les GFCE, pour lesquels on aide beaucoup dans la rédaction des statuts, l'accompagnement aussi à la constitution, que ce soit administratif ou plus technique. On a donc actuellement 62 hectares qui sont acquis ou en cours d'acquisition. Là, on va signer 45 hectares dans quelques jours. Et comme on s'appuie énormément sur la mobilisation des citoyens et qu'on a aussi, et on les remercie, pas mal de fondations qui nous accompagnent, on a aujourd'hui plus de 500 mécènes et donateurs qui sont à nos côtés, et ce qui a représenté en 2022 environ 158 000 € de dons. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on souhaite aussi laisser un quart de toutes les forêts, de l'ensemble des forêts, en libre évolution. Parce que pour nous, c'est très important de laisser la dynamique forestière pouvoir se faire. Et surtout, il y a quand même un certain nombre de massifs dans lesquels il y a des zones très intéressantes au niveau de termes de biodiversité ou de biotope, et que la volonté, c'est vraiment de voir comment ça peut évoluer si on laisse tout ça se faire naturellement. Donc, nos actions sont nationales avec un fort ancrage local, puisqu'on s'appuie vraiment sur des gens qui sont ancrés dans le territoire. Et donc, ce sur quoi aussi on insiste beaucoup, c'est le volet social de notre bail, puisque la volonté, c'est vraiment de travailler sur la juste rémunération des acteurs en forêt, qui sont donc les entrepreneurs de travaux forestiers, donc tout ce qui est bûcherons, débardeurs essentiellement, sachant que nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est une très faible mécanisation et bien sûr le déploiement au maximum de bûcherons qui sont encore avec les tronçonneuses et à pied, et d'un débardage qui se fasse pas avec les engins trop lourds. Voilà, et sur la dernière diapositive, du coup, on a voulu montrer déjà tous les gens qui nous accompagnent. Et donc, il y a un certain nombre de fondations qui sont dessus, d'entreprises, et on les remercie vraiment beaucoup. Merci Nathalie. Et effectivement, on y retrouve parmi ces mécènes des structures que nous connaissons bien au CFF. On n'a pas le temps de les citer, mais c'est tout à fait cohérent qu'on les retrouve dans ton projet, pour lequel je souligne, moi, ce que j'ai entendu et je pense important à retenir, c'est la notion du bail forestier solidaire, qui est une approche tout à fait intéressante, la dimension de la variété des projets, aussi la dimension citoyenne, et puis cette forêt aussi qu'on laisse en libre évolution. Ce sont des aspects qui me semblaient importants peut-être de souligner. Alors, on va changer de contrée avec Solène Mendy, qui est donc chef de projet partenariat à la Maison du Monde Foundation. Nous insistons, puisque c'est un fonds de dotation. Solène va nous le redire. Nous t'écoutons, Solène, voilà, pour connaître un peu plus ce qui se passe derrière ta structure et les projets, notamment un projet emblématique que tu vas nous présenter. Nous t'écoutons attentivement. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis ravie de participer pour la première fois à ce Réveil Climat. Merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, je vais commencer en vous présentant la Maison du Monde Foundation, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. En général, on connaît plutôt les magasins Maison du Monde. C'est une entreprise, c'est une marque qui est engagée, une entreprise française que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui vend des meubles et de la décoration.
et qui du coup s'est historiquement engagé notamment dans la revalorisation du matériau bois et qui en 2015 a voulu structurer ses actions de mécénat en créant la Fondation Maison du Monde. Donc, il y avait bien une fondation sous égide. Et en 2021, la fondation est devenue un fonds de dotation qui s'appelle Maison du Monde Foundation. Donc, effectivement, il y a une petite subtilité de langage à maîtriser. Et la raison d'être du fonds de dotation, c'est de contribuer à préserver les arbres et les forêts partout dans le monde, là où il y a urgence à agir. Donc, on veut vraiment avoir une posture humble de mécène. Nous ne sommes pas l'opérateur de terrain, ce sont les associations que nous soutenons qui le sont. Et donc, on œuvre partout là où il y a urgence à agir dans une démarche que l'on appelle holistique. Ça veut dire que les projets qu'on soutient se font par et pour les populations locales, sinon en fait, le projet en fait, ne serait pas pérenne et ne pourrait pas se déployer. Et en chiffres clés, je voulais juste vous indiquer donc, que depuis 2016, il y a environ 7 millions d'euros qui ont été reversés à des associations et qu'on a soutenu plus de 60 projets dans 21 pays. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, du coup, là, je voulais juste vous parler très rapidement du fonctionnement du fonds de dotation. Donc, on l'a représenté grâce à un arbre, vu que c'est notre raison d'être. Et cet arbre repose sur 2 piliers, le pilier soutenir et le pilier sensibiliser. Soutenir, ça veut dire soutenir des associations. Et là, du coup, je reviens à ce que je vous ai dit juste avant, donc des associations de préservation des forêts et des arbres hors forêt. Donc, c'est la première branche avec la préservation, dans une démarche holistique, donc par et pour les populations locales. Et la troisième branche est ce qu'on appelle accélérateur. C'est très important pour nous aussi. Accélérateur, ça veut dire quoi? C'est être accélérateur d'impact. Donc, c'est-à-dire qu'on souhaite soutenir des projets à impact. Ça passe de plusieurs manières. Donc, ça peut être sur ce qu'on appelle jouer collectif, c'est-à-dire qu'on participe à des appels à projets communs, on est dans des groupes de travail internationaux dans lesquels on participe activement. Ça veut dire également qu'on soutient beaucoup des associations sur des frais structurels et non pas uniquement du financement de projets. On a une grosse réflexion stratégique au niveau du fonds de dotation à ce sujet, parce que pour qu'il y ait projet, il faut qu'il y ait une structure. Donc là, pour nous, c'est aussi ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On est en gros questionnement sur ce type de financement. Et être accélérateur d'impact, ça veut dire aussi suivre l'impact d'un projet. Donc, on a une évaluation d'impact qui est souvent proposée en dernière année de partenariat, parce qu'on est sur des partenariats qui sont pluriannuels, et avec un suivi régulier, un réel lien de proximité avec les porteurs de projets, que ce soit par des missions d'évaluation ou de suivi de terrain, ou effectivement avec un suivi de proximité toute l'année. Et je passe rapidement donc, sur le deuxième pilier, mais qui est très important aussi, qui est sensibiliser. Donc, sensibiliser à l'environnement. Donc, on profite de la caisse de résonance que sont nos magasins, parce qu'on a quand même une forte implantation en France et puis dans quelques pays d'Europe. Donc, ça permet de sensibiliser à la fois les clients en magasin, nos collaborateurs en interne, mais également le grand public via notre participation à certains événements comme le festival Wheel of Green. Slide suivante, effectivement, merci. Ça arrive doucement, oui. Et aujourd'hui, moi, je vais plutôt vous parler de forêt tropicale. Alors, pourquoi de forêt tropicale? Parce que l'origine de notre combat, c'est vraiment la lutte contre la déforestation dans les grands bassins menacés dans les pays du Sud. C'est vraiment, nous, le cœur de notre intervention. On a récemment ouvert un peu notre portefeuille de projets aux projets en France et en Europe depuis à peu près 2 ans, où on est plutôt sur des projets d'arbres en ville et de préservation des haies bocagères. Donc là, des arbres dans les campagnes. Mais ça, c'est un peu plus récent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de notre cœur d'action parce qu'on a à peu près 2 tiers de projets qui se situent dans les pays de l'hémisphère sud et puis 1 tiers de projets France et Europe. Donc c'est vrai que là, c'est plus représentatif de notre action. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 13 millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année dans le monde. C'est la surface de la Belgique. Et que ce sont les forêts tropicales aujourd'hui qui souffrent le plus de cette déforestation. Donc ça me semblait important aussi pour que ce soit à la fois représentatif de notre action et puis bien sûr aussi des enjeux mondiaux, du coup de vous parler de 2 projets. Alors le premier, c'est un projet de l'association Forestover. Forestover, c'est une association de reforestation solidaire. Et là, on est dans un projet qui se situe en plein cœur de l'Amazonie colombienne. On est à Leticia, c'est une petite ville qui se situe le long du fleuve Amazone, qui n'est accessible que par bateau. Il n'y a pas de voie terrestre pour accéder à cette ville. Et ici, la déforestation, elle est principalement due à la surexploitation des ressources, des produits de l'arbre, mais également à la pression démographique. Et là, on est sur un projet qui comprend plusieurs volets. Donc, ils vont recouper du coup ce que je vous ai dit au niveau de nos partis pris stratégiques. Donc, on a un premier volet de reforestation communautaire et d'agroforesterie. Donc là, le but, c'est de préserver des espèces natives parce que les espèces natives, elles sont très exploitées, mais elles sont très peu cultivées. Donc là, il y a des pépinières démonstratives qui sont mises en place dans les villages avec chaque communauté, partout où on intervient. Et le but, là, c'est vraiment de lancer le projet avec les bénéficiaires.
Donc, les pépinières sont mises en place dans chaque village. Les plantules, une fois qu'ils sont à maturité, donc c'est vraiment les villages pardon, qui gèrent les pépinières, et une fois que les plantules sont à maturité, ils sont emmenés dans les parcelles chez les agriculteurs et c'est eux qui sont en charge de la gestion du coût de leurs parcelles avec les arbres nouvellement plantés. Ça permet à la fois de diversifier leurs activités économiques parce qu'on est sur des essences où c'est du bois et des fruits. Donc là, on est sur une question de subsistance. Et il y a aussi une action de formation qui est menée par Forest Ever, donc sur les pratiques agroécologiques, donc des pratiques qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Donc, il y a ce premier volet de reforestation communautaire. On a un deuxième volet qui est le développement des activités économiques, parce qu'à nouveau, ces personnes, elles vivent de la forêt. Donc, du coup, le but, là, c'est vraiment d'assurer leurs moyens de subsistance. Donc, on a un volet de transformation et de commercialisation des produits issus de l'arbre. Et là, typiquement, dans cette zone-là, on est sur la commercialisation de la pulpe de baie d'Assailles. Et le troisième volet, indispensable aussi, c'est la sensibilisation. Donc là, elle est principalement menée dans les écoles des communautés où on intervient. Donc pour les élèves, avec des ateliers de sensibilisation, mais sachant que les élèves peuvent participer aussi à l'entretien des pépinières villageoises. Donc là, sur ce premier projet, on est vraiment sur un projet d'agroforesterie participatif qui vise à préserver la forêt, améliorer la qualité de vie des communautés. Vraiment, là, les gens plantent les arbres dont ils vont bénéficier. Et ils sont vraiment donc formés à ces pratiques agricoles qui sont plus durables. Et slide suivante, s'il vous plaît. Et je voulais parler d'un deuxième projet, pas tout à fait sur le même écosystème. Donc là, on est avec une association qui s'appelle le GRET. C'est une association de solidarité internationale. Et là, on est du côté de Madagascar. Donc là, on est sur l'île de Sainte-Marie, une petite île qui se situe à l'est de l'île principale, donc à l'est de l'île principale de Madagascar. Et là, on est sur un projet de soutien à la création d'une aire terrestre et marine protégée. Donc terrestre parce qu'elle englobe les 3 forêts naturelles de l'île, et marine parce qu'on est aussi sur la préservation des écosystèmes marins et côtiers, donc de récifs et de mangroves. C'est pour ça que là, vous avez une photo de mangroves. Donc les mangroves, je rappelle juste, ce sont des forêts tropicales qu'on trouve le long des côtes ici. Donc du coup, là, ce projet, on le soutient depuis 2016. C'est un des premiers projets qu'on a soutenu. Il y a eu une première phase d'inventaire scientifique, donc à la fois de la faune et de flore, qui a permis d'identifier les espèces endémiques de l'île, donc vraiment qui ne se trouvent que sur l'île de Sainte-Marie et qui sont par définition, du coup, les plus menacées. Donc, une fois que ces espèces ont été identifiées, ce sont celles qu'on va retrouver qui sont cultivées en priorité dans les pépinières villageoises. Et il y a eu un deuxième volet sur cette première phase qui était de sceller l'engagement de la population grâce à la construction d'une plateforme de concertation citoyenne. Donc cette plateforme, elle fédère en fait l'ensemble des communautés locales dans la préservation des biens communs. Donc on est vraiment là dans vraiment l'implication des populations locales. Ça regroupe quand même 17 villages principaux de l'île. Donc ça représente plusieurs milliers de personnes. Le but est vraiment qu'ils s'approprient le projet. Donc on est vraiment basé ici sur la théorie des communs pour créer vraiment les conditions d'une gouvernance partagée pour la future aire protégée. Donc ça passe par plein de volets. Ça passe par la sensibilisation donc, des personnes dans les villages, la création d'assemblées villageoises qui vont réfléchir avec le GRET sur comment ils vont gouverner la future aire protégée. Ça passe aussi par la surveillance de la forêt parce qu'il y a beaucoup de prélèvements qui sont faits. Donc, c'est souvent là, ici, on fait de la bâtie-brûlis. Ça permet de faire de la culture vivrière ou le fait de mettre des troupeaux. Donc, ici, on est sur clairement une question de subsistance. Donc, il y a quand même, du coup, des patrouilles communautaires qui sont mises en place par les populations locales. Ce sont elles qui surveillent la forêt pour éviter les prélèvements. Et ce sont eux qui entretiennent les pépinières villageoises avec les fameuses espèces endémiques dont je vous parlais juste avant. Et la deuxième étape, ça sera d'assurer la reconnaissance légale de l'aire marine protégée, l'aire marine et terrestre, pardon. Il faut savoir que les autorités locales ne sont pas toujours à l'écoute et ouvertes à ce type, malheureusement, à la création de cette aire protégée. Donc, il y a aussi un combat, entre guillemets, légal à mener. Et le but est également d'améliorer la qualité de vie des personnes que la création de l'aire protégée va affecter. Donc, ça va passer par la création également, la formation, à des pratiques agricoles qui sont autres. Donc, vraiment, là, ici, des pratiques en agroécologie, en promotion de l'écotourisme, par exemple. Donc, ici, on est vraiment à nouveau sur un projet de préservation des écosystèmes forestiers et marins de l'île, en s'appuyant notamment sur cette fameuse plateforme de concertation citoyenne qui œuvre en faveur de la préservation des biens communs de l'île. Merci Solène. Formidable. Merci pour ce voyage en Amazonie, ce voyage à Madagascar. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres projets à la Maison du Monde Foundation. Ce qui est intéressant, je crois, on l'a vu aussi avec les projets précédents, c'est à la fois la dimension
environnementale, mais bien entendu sociale. L'un ne va pas sans l'autre dans ces pays-là. Enfin, Voilà. l'un ne va pas sans l'autre tout court, effectivement, c'est indissociable. Absolument. Et puis aussi des termes que tu as utilisés qui sont précieux d'agroécologie et d'agroforesterie, bien entendu. Alors, on va passer à notre dernier témoignage, Jonathan Guillot, qui est responsable du programme environnement sur le fonds de dotation Anyama. Donc, Jonathan, redis-nous qui est Anyama, très investi sur les sujets de la forêt et peut-être aussi une vision un peu plus systémique. Mais je ne veux pas déflorer ton propos. La parole est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire d'Anyama, je vous invite à aller sur le site anyama.org et découvrir que finalement le fondateur de ce fonds de dotation est également fonds abrité sous l'égide de la Fondation de France, fondation abritée sous l'égide de la Fondation de France, dédie principalement ses actions autour de la question de la préservation de la forêt, également un petit peu sur la partie biodiversité et un autre axe qui tient à cœur de la famille Malades et Familles, mais qui reste encore moins dominant que le sujet forêt. Donc, on a un gros enjeu à définir la stratégie d'intervention de la redistribution finalement des fonds d'Anyama sur la partie forêt. Et je profite parce que j'ai vu qu'il y avait une question justement dans le chat. Souvent, le petit raccourci qu'on fait avec la forêt, c'est ce fameux puits de carbone, c'est cet outil, cet écosystème qui pourrait nous permettre de compenser nos émissions de carbone, ces opérations de planter des arbres à tout prix avec des opérations marketing. Il y a eu depuis quelques années, avec une accélération après la COP21, le sujet de la forêt est montant et n'est pas pris dans sa complexité, mais dans une simplification à outrance où on nous vend finalement des fausses bonnes solutions. Et il est important, et c'est pour ça que c'est précieux d'avoir ce temps d'échange, de regarder le sujet de manière holistique. Donc, Loïc, Nathalie et Solène vous ont déjà présenté finalement des sujets, le sujet, mais finalement, on n'a pas entendu parler de compensation, on n'a pas entendu parler de plantation d'arbres, et finalement, c'est un peu le début de mon propos, c'est que résumer la forêt à ces mécanismes-là, on est tout de suite à côté de la plaque. Et donc, il faut essayer de comprendre quelles sont les causes. Alors, Anyama ne travaille que sur la partie métropole et outre-mer, donc sur le territoire français. On ne s'intéresse pas au sujet au niveau international. Donc, je vais reprendre finalement un peu le constat qu'a porté Loïc et essayer de reprendre un petit peu hauteur. Donc, sur la slide suivante, c'est une vision stratégique qu'on construit. Anyama ne fait que commencer. On a débuté le travail sur la partie forêt à partir de l'année dernière, au mois d'avril, notamment avec le premier comité en juillet, mais il a fallu commencer à faire un petit peu un diagnostic et voir où est-ce qu'on va positionner les actions du fonds de dotation et la sélection des partenaires. J'ai mis en rouge tout en haut finalement des problématiques qui vont impacter la forêt. On a parlé des changements climatiques. Aujourd'hui, finalement, la forêt pourrait être une solution pour stocker le carbone, mais finalement est aussi impactée par les effets du changement climatique, les états sanitaires. Vous avez pu voir aussi l'augmentation des sécheresses, donc les incendies. Il faut savoir qu'il y a une menace aujourd'hui sur les forêts qui est là, sous-jacente, qu'on ne voit pas très bien ou qu'on voit par moment l'été quand ça brûle. Il y a aussi un problème d'industrialisation de la filière bois. Parce qu'on a des besoins en bois et qui augmentent. On le voit également avec le bois énergie en ce moment. Donc tout ça, ce sont des problématiques qui vont affecter les forêts, qui vont affecter à différents niveaux. Au niveau de la gestion de la forêt, au niveau de la transformation, l'exploitation du bois. Donc Nathalie on parlait des métiers des bardages, les métiers d'exploitant forestier, les métiers de bûcheron. Et puis finalement, il y a un enjeu aussi de la consommation de bois. Et là, ça peut être intéressant dans le cadre d'une stratégie climat, c'est qu'on aura besoin d'un matériau qui est le bois, notamment un matériau pour la construction. C'est une façon de stocker à long terme, à moyen terme du bois. Et donc, il y aura aussi peut-être un besoin de travailler sur les leviers. Et donc, en bleu clair, vous allez voir finalement les leviers, les axes, les sous-axes sur lesquels on va essayer de travailler. Donc, il y a la question de l'amélioration de la gestion de la forêt, la transformation et l'exploitation du bois. On ne travaillera pas forcément directement sur la consommation finale, mais j'ai vu que tout à l'heure, certains mentionnaient, demandaient, posaient des questions sur les labels dans le chat qui peuvent orienter.
Et aussi, il y a un sujet, et Nathalie en a parlé, c'est la protection de la forêt, mettre une partie en libre évolution, sachant qu'il y a une stratégie nationale biodiversité en France qui essaye de pousser le fait qu'on mette 10% des territoires marins ou terrestres en protection forte, je mets ça entre guillemets. Donc après, on va essayer d'identifier nos leviers. Alors, en vert foncé, c'est ce qu'on va essayer de soutenir, promouvoir la sylviculture à mélanger à couvert continu, lutter contre le morcellement de la forêt. Et Loïc nous a présenté un bon exemple, parce qu'on a vu qu'on avait une forêt qui est quand même très, très, très morcelée. Donc, c'est difficile après de pouvoir agir et de pouvoir accompagner les petits propriétaires forestiers et accompagner le développement de filières bois locales. Donc, c'est aussi ce que nous témoignait Nathalie. Ensuite, sur les cibles, nous, on va plutôt se concentrer sur la forêt privée, puisque vous l'avez vu, 75% de la forêt privée, forêt très morcelée, un Français sur 20 est propriétaire forestier. La forêt publique étant du ressort de l'État, on estime que c'est à l'État d'agir et de conserver, de préserver les forêts dans leur multifonctionnalité. Et sur la question de la protection forte, il y a peut-être un sujet autour des vieilles forêts, comment préserver des forêts comme un écosystème en tant que tel, un écosystème dans lequel on n'interviendrait pas, mais on essaierait de préserver une dynamique naturelle parce qu'on en aura peut-être besoin. Ce sera peut-être des sentinelles à l'échelle du territoire face au changement climatique. Et on range des sujets qu'on n'avait pas encore abordés, mais qu'on est en train de creuser. C'est qu'il y a d'autres problématiques. Alors, je l'ai un petit peu dit sur les protections fortes de la forêt, mais finalement, est-ce que c'est que la forêt en tant qu'écosystème? Est-ce que c'est pas tous les écosystèmes qu'il faudrait mettre, une partie des écosystèmes qu'il faudrait mettre en libre évolution? Donc là, nous, on l'a plutôt mis dans notre axe thématique biodiversité qu'on va traiter via notre axe thématique biodiversité. C'est-à-dire que l'enjeu de la protection forte, l'enjeu de la libre évolution, du réensauvagement nous intéresse, mais même au-delà de la forêt. Et sur les équilibres sylvo-synergétiques, c'est une question qu'on aborde peu, mais si on veut faire une sylviculture mélangée à couvert continu, il faut une régénération naturelle. Et si vous avez une pression trop forte, par exemple, de certains ongulés comme le chevreuil, le sanglier, les cerfs, vous avez difficilement de la régénération naturelle dans certains contextes. Et il peut y avoir cette question des équipes sylvo-synergétiques. Alors, on peut le traiter soit par la chasse. Nous, on a préféré regarder, on creuse ce sujet, l'approche des grands prédateurs qui permettent de contribuer à rééquilibrer cet équilibre. Et donc, ça, cet axe-là, on va le rattacher plutôt sur notre axe thématique biodiversité. Mais en fait, là, on n'a pas une. Là, je vous ai schématisé rapidement ce qu'on fait. C'est pas encore établi, c'est pas encore creusé à tous les niveaux, mais c'est comme ça qu'on essaie de réfléchir. C'est que si on veut traiter la question de la forêt en France, il faut être à la fois sur la gestion, l'amélioration de la gestion, mais également un minimum sur la partie filière. Et là, on touchera à d'autres questions qui sont est-ce qu'on peut vraiment y intervenir à travers l'intérêt général? Est-ce que c'est pas à travers l'investissement? Donc, il y a des sujets là ici, effectivement, à regarder. Et après, une notion plutôt d'écosystème de protection. Ensuite, pour essayer de vous illustrer ça sur la slide suivante, alors malheureusement, c'est compliqué, c'est qu'il faudrait avoir des schémas, une cartographie multidimensionnelle. Mais j'ai voulu vous montrer en fait un peu le portefeuille. On réfléchit en termes de portefeuille, on réfléchit en termes d'acteurs, comment on peut les aider à renforcer leurs capacités, leurs actions, être plus efficaces, voire même travailler collectivement parce que chaque acteur apporte une partie de la réponse, une partie des outils à mettre en œuvre sur le territoire. Donc, on va chercher à la fois des acteurs, on va dire, au niveau national, par exemple, qui peuvent faire des actions alors, de contre-expertise, de propositions, de lois, de mobilisation des citoyens, notamment Canopée Forêt Vivante, qui est un des rares acteurs qui a travaillé sur ces enjeux en forêt française, ou d'autres acteurs qui vont être plutôt sur la formation de gestionnaires forestiers, voire de citoyens, de propriétaires à la gestion en sylviculture mélangée à couvert continu. Et puis après, on va avoir des acteurs qui vont avoir des emprises beaucoup plus régionales, beaucoup plus opérants. On l'a vu ici avec deux acteurs, donc Sylvact, qui est un outil finalement de financement de travaux d'amélioration forestière, mais également demain de lutte contre le morcellement forestier. On a Forêt en Vie, le réseau des alternatives forestières, Cœur de forêt, qui vont accompagner alors, soit les petits propriétaires forestiers, mais également les projets citoyens, c'est-à-dire les habitants d'un territoire qui ne sont pas propriétaires de forêt, mais qui ont envie de faire des choses avec la forêt, soit à mettre en place des systèmes de filières courtes, soit de gérer leur forêt différemment, soit de mettre en place des projets plutôt récréatifs, comme l'expliquait tout à l'heure très bien Nathalie.
et qui accompagne aussi ces petites structures locales, vraiment territoriales, qui des fois n'agissent qu'à l'échelle d'un tout petit territoire, d'un tout petit massif. Par exemple, là, Robin Dubois, qui agit dans le massif du Pilat, qui sont vraiment une association citoyenne, 100% bénévole, mais qui essayent de mettre en place une meilleure gestion et de mobiliser les habitants du territoire. Et là, je vous ai illustré un autre projet sur la partie libre évolution, mais il y en a bien d'autres. Il y a le projet assez emblématique de l'association Francis Allais pour la forêt primaire, et qui va essayer de faire finalement un travail de concertation territoriale pour faire recréer un espace de territoire de forêt en libre évolution à la très grande échelle. Là, je vous ai montré des échelles, on va dire, nationales, régionales, des typologies d'action, mais c'est vrai qu'il faudrait presque une cartographie multidimensionnelle, mais c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est de bien poser la stratégie forêt et après de travailler avec les acteurs qui nous semblent le plus pertinents et de montrer qu'en fait, chacun des outils et des actions qu'ils mènent répondent à cet enjeu de préservation des forêts à l'échelle française. Merci beaucoup, Jonathan, pour cet éclairage. Et effectivement, on se rend compte que la forêt, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour et la dimension systémique et donc que tu as souligné, que tu nous as expliqué, est absolument précieuse pour redonner de la perspective à tous ces sujets. Alors, nous entrons tout de suite dans la séquence questions-réponses. Merci beaucoup. Beaucoup de questions nous ont été remontées donc via le chat. Alors, je vais les prendre dans l'ordre peut-être. Alors, il y a une question un peu technique sur les différences entre les cartes de superficie forestière qui montrent des superficies importantes dans le sud-est et celles des stocks de carbone qui montrent un faible stock. Là, c'est peut-être une question pour Loïc. Je ne sais pas, Loïc, si tu veux y répondre rapidement. Et on a aussi, dans la même veine, une question sur quid de la forêt en Guyane française, puisque là, on est vraiment sur le territoire français par rapport à ce qui a été présenté ce matin. Je ne sais pas si, Loïc, tu veux enchaîner. Sur la Guyane, non. Sur les surfaces, effectivement, donc j'ai fait une réponse dans le chat un peu plus détaillée, mais en gros de dire que des forêts jeunes ont des stocks de carbone en volumétrie qui sont forcément plus faibles que des forêts âgées, et des forêts âgées ont des volumes de carbone forcément plus importants qu'une forêt en croissance. Voilà. Alors c'est par simplification, ça lisse plein de sujets sur le fait qu'une forêt absorbe du carbone toute sa vie de toute façon. Mais voilà, par simplification, disant ça, en tout cas dans le cas français et par différence entre ces deux cartes que je présente. Merci. Sur la question de la forêt en Guyane, je ne sais pas parmi nos intervenants si certains accompagnent des projets sur la Guyane, puisqu'on rappelle que là, on est dans le territoire français, mais on est dans l'outre-mer. Ce matin, on s'est concentré sur la métropole. Jonathan, tu voulais intervenir? Oui. Alors, on n'accompagne pas encore, mais on y va là en avril. On n'est pas du tout dans la même problématique. On est sur une forêt tropicale. Il y a des enjeux sociaux importants aussi. Donc, ça se rapproche un petit peu plus de ce que nous a présenté Solène. Là, la grosse problématique aujourd'hui en forêt guyane, c'est notamment l'orpaillage. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, quel niveau d'action mettre sur cette problématique? C'est très complexe, c'est presque des problématiques internationales, c'est finalement le prix de l'heure et la pauvreté qui exacerbe ce problème. Et finalement, il y a une intervention de l'État qui est, on va dire, très sécuritaire. Et est-ce que là, on peut intervenir en tant que fondation? C'est des vraies questions qu'on se pose aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on va en mission sur le terrain, essayer de comprendre comment se positionner sur ce sujet. Et après, c'est des enjeux de développement. Okay. Très clairement, c'est des enjeux de développement avec les populations, on va dire, autochtones, les peuples amérindiens là, qui vivent là-bas. Ok, merci Jonathan. Sujet évidemment intéressant mais complexe. On entend très très bien, effectivement. Une autre question sur quelle différence entre déshérence ou abandon de certaines forêts par rapport au terme de libre évolution? Je ne sais pas qui veut intervenir. Moi, je veux bien répondre. Oui. Je veux bien répondre parce qu'en fait, il ne faut pas perdre de vue que la forêt, si on s'en occupe pas, elle va continuer à pousser, elle ne va pas avoir besoin de nous. Après, c'est la volonté, c'est que la forêt, elle puisse nous apporter des choses dont on a besoin, du bois et pas que. Et c'est pour ça, en fait, qu'on commence à parler ensuite, qu'on intervient avec de la gestion. Mais en fait, libre évolution et ne rien faire, et la déshérence dans les forêts, c'est en quelque sorte un peu la même chose. Après, dans notre vision, en tout cas à nous, quand on souhaite laisser ce quart en libre évolution, et ça répond aussi à une question qui était dans le chat, c'est que ce quart en libre évolution,
ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit le plus cohérent possible avec son environnement aussi. Et donc, qu'il soit en lien avec des corridors écologiques, qu'il soit en lien avec d'autres zones qui sont intéressantes pour des dynamiques forestières un peu différentes. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on peut jouer. Effectivement, quand il y a de la déshérence, quand il ne se passe rien dans les parcelles, des fois, c'est vraiment dommage parce qu'il pourrait y avoir de belles choses qui se passent. Et comme l'a expliqué Loïc, si les surfaces sont trop petites, en fait, ça n'a pas de sens. Mais et intervenir en termes de laisser en libre évolution, on essaye d'être le plus cohérent possible avec les dynamiques locales et les zones à protéger. Ok, Et je voudrais merci. juste prolonger ton propos, Nathalie, simplement pour dire que aujourd'hui, ces petites forêts privées qu'on évoque sont en fait en libre évolution un peu par défaut, mais sont soumises Mm. à plein d'aléas que si un propriétaire un jour se réveille, bah, ça se finit en coupe rase. Il faut que ça devienne un choix. Et c'est vraiment l'idée de se dire comment on se met en situation de poser des choix, de gestion ou de non-gestion, peu importe, mais en tout cas de poser ces choix. Donc c'est à ce titre-là, effectivement, qu'on se rejoint sur cette description de ce contexte. On nous pose une question sur quel est le prix moyen d'acquisition d'un hectare? Combien ça Alors coûte? là, c'est très difficile. Alors, on dit en moyenne nationale, on est aux alentours de 4 000 € l'hectare. Mais alors, c'est une moyenne qui gomme des extrêmes très différentes. Vous avez des zones où vous allez être aux alentours de 800 €, 1 000 € l'hectare. Et puis, vous avez des zones où vous allez être à 20 000 € l'hectare. Et ça, c'est lié bien sûr à la qualité du bois et à la diversité du bois qui sont sur les parcelles. Enfin, diversité, ça dépend. Mais c'est lié aussi, le prix d'une parcelle, en fait, est aussi lié à la topographie, à l'accessibilité et puis à un certain nombre de contraintes qui peuvent être liées, notamment si autour de ces massifs forestiers, vous avez des routes qui sont limitées en tonnage. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères qui vont venir faire monter ou diminuer le prix d'une parcelle, même si au départ, c'est quand même le bois, la quantité de bois et la qualité du bois qui sont dessus. Ok, merci pour cette précision. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de labels ce matin. Donc, il y a les labels connus, les FSC et PEFS, PEFC, excusez-moi. J'ai pas pris assez de café. Qui parmi vous veut prendre la parole pour nous expliquer un peu plus les labels et dire ce qu'il en pense? Jonathan, c'est pour toi, ça. Ah oui, Ouais, sujet hautement politique. Euh, non, je pense qu'il faut, c'est un peu comme tous les labels. Quelle est l'utilité? Est-ce qu'aujourd'hui répondre à cette utilité? Il faudrait s'assurer d'une certaine traçabilité. Est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de savoir que le bois qu'on achète pour notre table est issu de quelle forêt et comment les gérer? Je pense qu'aujourd'hui les labels malheureusement passent à côté de ça. Et en plus, ils passent à côté de quelque chose d'autre, c'est que la valeur ajoutée pour un propriétaire forestier d'avoir un label, aujourd'hui, il ne les retrouve pas. C'est vrai qu'un propriétaire forestier ne voit pas finalement l'intérêt financier de se retrouver labellisé, donc avec certaines contraintes. Donc c'est un sujet aujourd'hui, c'est des outils qui passent à côté de quelque chose, mais on le voit aussi avec les mêmes labels comme MSC dans les océans, on le voit avec beaucoup de labels. Malheureusement, c'est des outils aujourd'hui qui ne nous permettent pas, en tant que consommateur, de garantir que ce qu'on vient d'acheter est issu d'une forêt gérée durablement. En plus, on n'a pas de garantie que les propriétaires forestiers et les exploitants, finalement, tous les gens qui travaillent autour de la forêt, on regagne une valeur ajoutée économique. alors puisqu'on parle d'aspects sérieux et rigoureux, il y a une question sur y a-t-il des acteurs sérieux pour assurer la compensation carbone de voyage? Alors ça aussi, c'est un sujet, je pense, il faut l'avoir très clair en tête, vous ne pouvez pas compenser vos émissions carbone. Donc, il n'y a aucun acteur sérieux, puisque s'ils le font, c'est qu'ils ne sont pas sérieux sur l'aspect scientifique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui compenser un aller-retour Paris-New York en plantant des arbres ou en forêt. Vous pouvez contribuer, vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est ça qui est intéressant avec l'approche de Silvac, c'est que il y a 5-6 ans, quand je rencontrais Loïc la première fois, il y avait cet enjeu carbone et vous l'avez très bien traité. C'est que vous l'avez mis de côté finalement en disant c'est un bénéfice, c'est un impact, mais ce n'est pas celui qu'on cherche à valoriser. Et je trouve qu'il y a des initiatives, beaucoup d'initiatives qui aujourd'hui arrivent à se détacher complètement de cette quantification carbone, cette quantification d'arbres plantés et qui arrivent à trouver des mécènes intéressés par les approches qui, eux aussi, ces mécènes, ces entreprises ou ces fondations, se décrochent complètement de ces indicateurs arbres plantés, tonnes de CO2 qui sont qui ne correspondent à rien. Donc,
voilà, je pense que la réponse est plutôt, si un acteur vous propose de compenser ses émissions en plantant des arbres, fuyez et allez voir d'autres acteurs comme Sylvact ou autres, Forêt en Vie, et plein d'autres associations et soutenez-les en montant trébuchant financier que vous essayez de requantifier dans votre stratégie RSE ou de contribution climatique ou dans votre stratégie 1% for the Planet, ce que vous voulez, mais contribution climatique plutôt que compensation carbone. Ok, merci Et beaucoup. j'ajouterais tentative de diminution de ces émissions. C'est plutôt ça, voilà. Ah bah, de toute façon, on va tous renoncer à prendre l'avion comme on le prenait jusqu'à présent. Ça, c'est évident, il y a pas le choix. Alors, je vois qu'on arrive vers la fin du Réveil Climat. Merci pour vos questions, elles sont nombreuses. Alors, certaines ont eu des réponses, notamment sur les grands prédateurs dans le chat. Peut-être privilégier la question qui me paraît vraiment très interpellante. Est-ce que vous avez des exemples, parce que là, les projets qu'on a eus sont absolument magnifiques et variés. Est-ce que vous avez des exemples de projets soutenus associant des associations et des partenaires de recherche scientifique, avec des scientifiques? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent intervenir sur ce sujet? J'ai fait une réponse dans le chat, mais effectivement, j'évoquais le fait qu'on a un comité scientifique et technique qui associe les acteurs de l'INRAE, les labos de recherche, l'AgroParisTech, de Purpan, etc. Parce que nous, par exemple, sur les sujets d'adaptation de la forêt au changement climatique, on regarde beaucoup ce qui est en train de se passer sur les dynamiques génétiques. Aujourd'hui, le développement forestier, il y a des travaux aujourd'hui qui ont des réponses assez intéressantes sur justement cette capacité, le laps de temps pour une forêt de développer cette capacité d'adaptation naturelle. Donc effectivement, on a besoin des travaux de la recherche. J'évoquais aussi qu'on apprend encore beaucoup, paradoxalement, sur les dynamiques d'écosystèmes, des écosystèmes forestiers chaque année. C'est la forêt, on vit avec depuis quand même quelques millénaires et en fait, on s'aperçoit qu'on en connaît une toute petite partie de ces équilibres, de ces dynamiques, etc. Donc il faut être très humble en fait vis-à-vis de cet écosystème. Peut-être une autre association, ProSilva. ProSilva, c'est de la recherche, on va dire, appliquée, mais ils ont créé des parcelles depuis des années de suivi, justement, d'évaluation de cette sylviculture mélangée à couvert continu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du travail des associations aussi de prouver que ça fonctionne, puisque l'enjeu, c'est de promouvoir après ces actions à plus large échelle. Donc, il y a pas mal d'associations qui associent la recherche. Merci pour ces précisions. Donc, on va devoir arrêter là, puisque une des gageures de nos réveils climat, puisque c'est le 20e, on le rappelle, c'est d'essayer de terminer dans les temps pour ne pas prendre trop sur vos agendas de journée. Donc, merci pour vos interventions. Les projets sont absolument enthousiasmants. Je pense que ça va inspirer nos participants. Et j'espère que donc les réponses ont trouvé, pardon, les questions ont trouvé pour certaines des réponses dans le chat. Et donc, tout de suite, je me tourne vers Béatrice pour que tu nous précises les prochains rendez-vous. Voilà, donc merci à tous. C'était vraiment des intervenants, je trouve, tout à fait percutants avec des sujets complémentaires. Donc, bien sûr, on continuera les réveils climat, mais les prochains rendez-vous portent sur d'autres aspects. Donc, une innovation qui va s'appeler Question Climat. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, les fonds et fondations qui ont des problématiques puissent se rencontrer et échanger ensemble pour voir quelles solutions seraient envisageables. Donc, le premier aura lieu avec 12 personnes, donc vous pouvez vous inscrire sans problème en m'écrivant, le 13 avril à l'heure du déjeuner. Ensuite, le 31 mars, on aura sous forme de webinaire le bilan annuel des actions des signataires du Manifeste pour le climat. Donc, on en a 151 aujourd'hui. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les invite bien sûr à rejoindre. Je vous ai mis le lien vers nos sites Internet. Le CFF a lancé aussi une offre de formation. Donc, sur les aspects juridiques des fonds et fondations, sur le grant making et le troisième module sur le climat. Donc, comment intégrer les enjeux climatiques dans toutes vos activités pour faire très simple. Donc, prochaine session le 24 mai en journée. Et ensuite, le grand événement, l'atelier des fondations. Donc, on traite de sujets variés et des rencontres, des ateliers, des conférences, des soirées. Donc, venez tous à Annecy du 19 au 21 juin. Et puis, il y a bien sûr plein d'autres choses. Et donc, nous avons maintenant un nouveau site Internet sur lequel, dans la partie agenda, vous avez vraiment tous les événements et puis aussi d'autres rubriques
avec tout ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci, merci. Nous avons été jusqu'à 59 participants, donc c'est vraiment bien. L'enregistrement sera mis à disposition sur notre site internet et le support sera envoyé à ceux qui étaient inscrits. Merci bien et bonne journée. Au revoir. Encore merci à tous. Et Merci, au revoir. pour votre fidélité. Et merci à nos Merci, au intervenants. revoir. Et Merci, au merci revoir. pour les petits mots Bonne dans le journée. chat. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.